Donc du coup, on va continuer avec une conférence sur le cyber rating. Donc on a le plaisir d'accueillir BSSI pour cette nouvelle intervention. Donc on a encore de nombreuses personnes en ligne, on est plus de 600 de ce que je viens de voir. Donc voilà, c'est des sujets qui intéressent tout au long de la journée. En tout cas, je vous remercie beaucoup, messieurs, et puis je vous laisse la scène. Donc on part comme d'habitude sur un format d'à peu près une demi-heure, et puis après à la fin on prendra les questions, s'il y a des questions ici ou des questions en ligne, que je vous transmettrai. Parfait. Voilà. Super. Bon. Bien. Bonjour à tous, du coup en ligne et dans la salle. On devait faire au départ cette conférence à 3 avec également le RSSI de Worldline qui voulait nous partager, qui est un de nos clients et qui voulait partager son expérience autour du sujet. Il s'excuse parce qu'il a eu un petit souci de santé qui l'a empêché de venir. Mais on va présenter l'ensemble des sujets et des concepts. On répondra à vos questions, du coup à la fin de la séance. Au sommaire en fait de cette conférence, on va vous parler un petit peu du risque cyber, finalement, le contexte et les enjeux, comment le cyber rating peut être un outil d'aide à la décision, à la fois pour les responsables sécurité, mais pour les dirigeants d'entreprise. Finalement, comment s'intègre la cyber threat à l'intérieur de ce rating, et tout en expliquant un petit peu ce que c'est que la cyber threat, parce que on en a tous une idée, mais c'est important de le contextualiser dans le cadre de cette présentation, avec quelques exemples autour de produits ou d'attaques qui peuvent avoir lieu. Donc, le risque cyber, les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, avec des objectifs qui sont variés. On va donner quelques exemples, mais ça peut être de la déstabilisation d'États, d'entreprises, politiques, de l'extorsion, du vol de données, avec des impacts en fait sur les organisations qui sont très diverses, qui dépendent des organisations ou des gouvernements, en tout cas des cibles. Ça peut être financier, ça peut être opérationnel, sur la réputation, sur l'image de marque, entraîner tout un tas de problèmes juridiques. On a repris ici quelques statistiques en fait du CESIN qui nous paraissent intéressantes, mais aujourd'hui 65% des entreprises ont subi au moins une cyberattaque en 2020. Donc c'est une statistique importante, parce que quand on regarde et qu'on décortique un petit peu les chiffres, plus de la moitié d'entre elles en fait en ont eu plus de 4 en fait dans l'année. On le voit également dans la presse tous les jours. Les PME sont également de plus en plus attaquées. Donc on en reparlera dans toute la partie cyber threat, et on va voir pourquoi les PME sont aussi une cible dans un écosystème en fait d'entreprise. On a aussi un autre phénomène, et notre PTA ou Anacry ils l'ont illustré, c'est que on a une propagation qui est massive, internationale, il n'y a pas de frontières, et un peu à l'aveugle aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi des entreprises qui sont attaquées par effet de bord, du simple fait qu'elles sont connectées à Internet. Et pas parce qu'il y a un attaquant qui souhaite voler ses données. Ça, on le voit de plus en plus. On voit également une augmentation des attaques dans les secteurs, le secteur de la santé. On en avait parlé dans différents panoramas de la cybercriminalité également. Et on voit vraiment l'importance en fait d'évaluer dans un contexte donné, dans un contexte d'entreprise donnée, la probabilité d'occurrence et les impacts potentiels pour l'entreprise. Finalement, qu'est-ce qu'elle risque? Qu'est-ce que l'entreprise risque? Il y avait également un chiffre qui était intéressant, qui a été donné dans la conférence sur le ransomware un petit peu plus bas ce matin, qui est qu'une entreprise sur 2 en France a déjà subi une attaque de type ransomware. Donc on vient vraiment dans ces chiffres, mais on voit que en France, même en France, où la cybersécurité est peut-être un petit peu plus en avant que certains autres pays, on est quand même une entreprise sur 2 qui est impactée par des ransomware. Deux tiers, c'était des rançons qui étaient payés et qui n'étaient pas, où ils n'arrivaient pas à récupérer leurs données par la suite. Donc il y a quand même ces chiffres qui sont vraiment, vraiment importants. Donc ce sont des éléments de contexte.
Et le cyberrating, en fait, va s'inscrire en fait dans ce contexte-là, dans ce contexte international d'attaque, avec plusieurs objectifs, finalement, plusieurs enjeux. Le premier, ça va être de sensibiliser des directions et des décideurs, qui sont un élément clé, parce que sont leurs entreprises, ce sont les premiers qui sont impactés, finalement. Et pour ça, ils ont besoin, en fait, d'une vue, finalement, synthétique sur les risques, afin déjà de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir investir le cas échéant. C'est-à-dire que sur un risque, on a plusieurs manières de le traiter. On peut l'accepter, ne rien faire. On peut mettre en place des outils informatiques, des processus, tout un tas de choses. Finalement, investir pour se protéger. On peut aussi le transférer à une assurance ou autre. Mais ça, sans ces indicateurs-là, en fait, finalement, la direction de l'entreprise n'aura pas les moyens de prendre cette décision. Et un autre facteur clé, c'est que faire une photo, en fait, à un moment donné sur un niveau de risque, c'est bien, mais pouvoir suivre, en fait, ce niveau de risque dans le temps, c'est mieux, parce que la menace évolue, parce que les vulnérabilités, de nouvelles vulnérabilités apparaissent, parce que l'organisation va peut-être avoir d'autres enjeux. Elle va peut-être acheter une entreprise, elle va peut-être lier des partenariats, elle va peut-être s'internationaliser. Finalement, son contexte à elle aussi évolue. Et donc, l'enjeu du cyberrating, c'est pouvoir donner à un instant T une vue et pouvoir suivre la vue dans le temps avec l'entreprise. Donc, pour nous, le cyberrating, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. Pas un outil marketing, c'est un outil d'aide à la décision. Et c'est pour ça que ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des éléments clés à regarder dans ces outils de cyberrating pour prendre la meilleure décision d'un point de vue cyber pour l'entreprise. Comme le disait Erwan, effectivement, faire un audit de sécurité, un test d'intrusion à un instant T, c'est une bonne chose, mais il faut voir effectivement l'évolution des menaces dans le temps. Si on fait un test d'intrusion il y a 2, 3, 4 ans, un audit de sécurité, on ne peut pas penser que 3, 4 ans plus tard, la sécurité, le niveau de sécurité serait toujours le même. C'est pour ça que cet outil que l'on propose, cette manière finalement de penser, est vraiment, ce qui est important, c'est le terme en continu. En continu, on va avoir une vision sécurité, une vision sécuritaire de notre système, de notre surface d'attaque. Comme on va souvent parler, la surface d'attaque, ça va être toutes les surfaces qui vont être exposées pour les attaquants. La surface va augmenter en fonction du temps, en fonction des entreprises qui vont être achetées, et donc les menaces vont également évoluer. Avoir un outil de décision, c'est quoi finalement? C'est avoir la possibilité de centraliser l'ensemble de ces données à un seul et même endroit. Avoir plusieurs, par exemple, sociétés de conseil qui vont faire des audits de sécurité, des tests d'intrusion, etc. C'est difficile à suivre finalement dans le temps. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir finalement avec cette problématique de centralisation de la donnée. On sait que dans la sécurité informatique, le turnover est assez important également, et donc le fait de mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier sur une personne, sur un consultant qui va garder un petit peu les clés de tout ça, c'est très dangereux à partir du moment où ce consultant va partir et se dire, voilà, on n'a plus finalement la visibilité que cette personne avait. Alors, bien évidemment, c'est une problématique qui revient sur beaucoup d'autres sujets, mais le sujet sécurité informatique en fait également partie. Et c'est pour ça que finalement, cette centralisation est vraiment importante, cette capitalisation de la connaissance. Ça permet d'avoir une vue consolidée sur ce qui est fait, ce qui reste à faire, sur les actifs, sur les recommandations, sur les vulnérabilités, sur les impacts actuels, passés et peut-être aussi à venir, avec d'autres éléments dont on va parler par la suite. On voit de plus en plus rassurer les investisseurs lors d'achat de sociétés. Les investisseurs maintenant regardent un petit peu comment est structurée la société et on a de plus en plus de tests d'intrusion, d'audits de sécurité qui nous sont demandés dans ce cadre-là. Avant d'acheter, on va vouloir avoir une image de la société. Avant, c'était uniquement l'image finalement financière. Maintenant, on est passé sur un autre aspect, sur cet aspect cybersécurité qui est d'autant plus important que l'aspect financier.
Et voilà, en fonction de ça, il y a également des cyberassureurs finalement qui vont un petit peu arriver de plus en plus à donner leur avis, à vouloir donner une assurance en termes de cybersécurité. Vous êtes un mauvais conducteur en voiture, vous allez avoir une assurance qui va être un petit peu plus chère. Vous avez une mauvaise note, un mauvais cyber rating parce que les tests de sécurité, que ce soit en continu, les tests d'intrusion ou quoi que ce soit d'autre, montrent que finalement, ce que vous mettez en avant en termes de sécurité pour protéger vos données, on pourrait très bien parler de la GDPR, s'ils ne sont pas mis en avant, il est normal, voire compréhensible en tout cas, que les polices d'assurance puissent être un petit peu plus chères, entre guillemets, pour les mauvais élèves que pour les bons élèves. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on voit à l'heure actuelle de plus en plus avec les assureurs cyber. Pardon. Alors, selon vous, c'est bien un système de notation, mais ok, pourquoi est-ce qu'on fait un système de notation? Parce que on pourrait dire c'est bien, c'est pas bien, on pourrait être booléen, ok, très bien, mais finalement, selon vous, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'amener un système de notation? La progression, effectivement, donner une note, encore une fois, on est sur le en continu, tout à fait d'accord. En continu, on a 5 sur 10. C'est pas top, mais le fait de passer de 5 à 6, ça montre une évolution. Encore une fois, la sécurité, le cyber rating n'est pas figé dans le temps. Justement, l'objectif, c'est d'avoir un outil de décision et d'aide à la progression de la sécurité des systèmes d'information. Donc, effectivement, la progression, c'est un gros point. Mais il y a également la possibilité de un petit peu de se comparer. On est tous allés à l'école, on a tous eu des notes, on a tous pris des mauvaises notes, mais on disait à nos parents, oui, mais la moyenne de la classe, c'est ça. Oui, effectivement, il faut aussi se comparer finalement à un certain secteur d'activité. On ne peut pas se comparer, l'agriculture ne va pas pouvoir se comparer avec une société qui est dans l'armement. Voilà, il faut savoir un petit peu ce qui se fait en fonction de son contexte pour savoir un petit peu où se placer. Voilà, je crois que les trois ont été un petit peu dit. C'est vrai que la notation, c'est quelque chose qui est très présent finalement chez nous. On a l'habitude depuis le plus jeune âge de se faire noter, et on le voit pas très bien, on le voit pas très bien sur la capture, on s'en excuse, mais effectivement en fonction des secteurs. Voilà, le secteur bancaire, le secteur du transport, le secteur du luxe, on va voir que le curseur sécurité va peut-être pas être mis au même endroit. J'aime bien parler de curseur finalement parce que le curseur, c'est quoi? C'est l'investissement qu'on va donner à la sécurité. Plus on va s'investir sur des audits, sur du matériel, sur la formation, sur de la sensibilisation, et plus ça veut dire qu'on va pousser notre curseur et donc les niveaux de sécurité vont augmenter. Et par rapport aux notes, en fait, il faut aussi garder en tête que on a un mouvement qui est important, c'est que les entreprises ont l'habitude d'être notées, notamment par les agences internationales de notation, et ces agences commencent à intégrer en fait de la notation cyber. C'est-à-dire que dans les profils de risque des entreprises, quand elles vont faire leur calcul, elles vont intégrer une connotation cyber, parce que c'est un incident cyber aujourd'hui peut avoir un impact catastrophique sur les organisations. C'est aussi important de voir ce mouvement et cette prise de conscience, en tout cas, par ces agences de notation. Alors, il y a une autre chose qu'on voulait aborder en fait aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on voit beaucoup en fait d'entreprises qui sont certifiées, labellisées, qui ont une note. Qui l'affiche, et on a un questionnement à savoir quel est le périmètre. L'entreprise est certifiée ISO 27001, elle peut être certifiée ISO 27001 sur son process comptable, sur son data center, sur la manière dont elle publie le menu de sa cantine, mais finalement, elle n'affiche pas son périmètre. Elle affiche qu'elle est 27001. Et dans ces notations, ce qui nous paraît important, c'est d'être le plus transparent possible sur le périmètre de contrôle. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un 8 sur 10, parce que on a regardé depuis Internet que votre site web institutionnel avait bien du HTTPS, entre guillemets, et les bons patchs, c'est quelque chose en fait qui peut peut-être rassurer vos investisseurs, peut-être rassurer la direction,
peut-être également, mais en tant qu'expert et en tant que professionnel de la cybersécurité, on doit avoir conscience que c'est quelque chose qui n'est pas du tout rassurant. Donc c'est pour ça que dans ces périmètres, on a voulu en fait amener des réflexions autour d'une note qui puisse avoir en fait plusieurs facettes. À la fois la sécurité du SI exposé à Internet. Donc, ok, j'analyse le site web institutionnel, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont exposées autour? Donc, quelle confiance en fait j'ai sur ce que je regarde? Évidemment, la sécurité des infrastructures, des DNS, des certificats, l'environnement cloud, toute cette partie. Les fuites de données, également pouvoir regarder si on n'a pas sur Internet des éléments qui concernent l'entreprise. Ça aussi, c'est un élément important pour pouvoir donner une note cyber à une entreprise. La gouvernance. Évidemment, si on n'a pas quelqu'un au sein de l'entreprise qui a identifié les enjeux de l'entreprise, les risques, mis en place une PSSI, mis en place un plan d'action pour couvrir ces risques en adéquation avec les enjeux de l'entreprise, on ne peut pas avoir une bonne note non plus, parce que ça veut dire qu'on peut avoir un peu de chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu et on n'a rien fait, mais c'est assez rare quand même. Et la sécurité du SI interne, évidemment. Et on le voit avec l'augmentation du nombre de ransomware. On peut dire à l'utilisateur en permanence, arrête de cliquer, mais c'est quand même un aveu d'échec en fait. Si toute la sécurité ne repose que sur une phrase envers l'utilisateur, arrête de cliquer. On voit bien que derrière, il y a toute une machine à mettre en place, de la technologie, pour essayer que ces attaques n'arrivent pas, de bloquer ces malwares finalement, mais aussi des mesures de correction. Enfin, si on a fait des sauvegardes en ligne et que finalement on chiffre et le nominal et la sauvegarde, on a tout perdu, on voit que pour couvrir cette menace-là, on a besoin d'une sauvegarde finalement déconnectée. Voilà. Et c'est vrai que un label, pour nous, doit intégrer en fait le maximum de ces périmètres de contrôle pour pouvoir donner une note objective du niveau de sécurité d'une organisation et permettre à ces organisations de se comparer entre elles et de progresser dans le temps. Donc, on a fait un petit tableau récapitulatif pour, justement, en fonction des périmètres, voir où se situaient aujourd'hui un petit peu les services ou les outils du marché. On voit bien que le pentest, c'est une belle photo à un moment donné pour détecter les vulnérabilités, voire montrer qu'on peut les exploiter. Pour le reste, tout ce qui est continu, surveillance, analyse des architectures ou évaluation de la maturité SSI, c'est assez faible. Pour les scanners web, là, on va avoir des vulnérabilités qui vont être détectées, on va avoir la partie continue, mais pour le reste, ça sera aussi assez faible. On fera le zoom ensuite sur les services de CyberThreat, mais on voit que là, on peut avoir de l'analyse en continu, ça c'est plutôt intéressant, et de l'OSINT, mais ça ne fait pas tout le reste non plus. Donc, l'empreinte de l'entreprise sur Internet, là, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui va permettre, suivant les services sur lesquels on va souscrire, d'avoir une analyse en continu et en complémentaire finalement au service de CyberThreat. On pourrait même l'intégrer dans le CyberThreat finalement. Et ensuite, les sondes internes. Donc, les sondes internes qui seront des outils qu'on va mettre sur notre système d'information. Alors, soit à côté du poste de travail, soit sur le poste de travail. Donc, on a mis sondes, mais on pourrait très bien parler de DR, de XDR, tout un tas d'outils comme ça, qui sont intéressants. C'est du continu. Ça va détecter les vulnérabilités. Donc, c'est quelque chose qui est encore complémentaire. Après, on peut faire un peu comme les assureurs également. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sécurisé? Oui, non. Bon, ça, c'est du self-audit. Bon, je caricature par rapport à cette question, parce que évidemment, pour un auditeur, comme on n'est pas sur la remise finalement d'éléments de preuve, ça reste quelque chose qui est assez faible en termes de niveau de maturité, mais ça mérite d'exister. Donc, de faire prendre conscience. Et enfin, l'audit technico-fonctionnel qui finalement est complémentaire au self-audit, parce que là, on va venir interroger des gens, récolter des preuves et finalement avoir un niveau d'assurance de ce qu'on a vu qui sera un petit peu supérieur. Les services de cyber-rating qui nous paraissent intéressants, ce sont des services qui vont intégrer le maximum de ces périmètres. Plus on aura ces périmètres à l'intérieur, et plus on aura une confiance
et une utilité pour nous, professionnels de la sécurité, à utiliser ce type d'outil. Donc, on a fait le lien ensuite, finalement, avec la CyberSuite. Donc, c'est la partie que devait présenter donc, Nicolas, le RSSI de Worldline, et en contextualisant, en fait, finalement, au contexte Worldline. Bon, je ne vais pas parler en son nom par rapport à Worldline, donc je préférais élargir un petit peu la réflexion autour des services de CyberSuite en vous présentant, en fait, finalement, de quelle manière la CyberSuite doit venir alimenter, en fait, ce type de cyberattaque. Finalement, à un moment donné, quand vous avez analysé votre entreprise, ses enjeux, vous allez pouvoir en fait identifier en fait les éléments qui pour vous pourraient être critiques en cas de compromission. La CyberSuite, en fait, elle va vous permettre finalement d'anticiper la survenance de ce type d'événements en surveillant, en fait, en connaissant l'écosystème d'attaquants qui gravitent autour de nous. Donc, il y a une analyse, en fait, justement, de Thales, en fait, qui est plutôt intéressante, qui a montré quelques statistiques autour des groupes d'attaquants. Ils ont analysé à peu près 490 attaques, et sur ces 490 attaques, en fait, ils ont identifié que les groupes d'attaquants, enfin 4 types d'attaquants, pour 50% de ces attaques, à peu près un petit peu moins de 50%, c'était des États ou des groupes d'attaquants affiliés à des États. Pour 30% des attaquants, ça c'est aussi quelque chose pour 20% pardon, des attaquants, c'est important de l'avoir en tête. On parle de hackers, donc plutôt des gens qui sont là pour l'appât du gain. Pour 5% dans ces groupes, ce sont du terrorisme, du cyberterrorisme. Et le reste, en fait, c'est de l'activisme. Les cibles de ces groupes sont principalement les États. Les États des 12 pays les plus riches. Voilà. Suivi finalement du secteur bancaire, de l'énergie et des transports. On voit aussi, du coup, en analysant en fait justement tout cet écosystème, une très très forte augmentation des attaques dans le secteur de la santé, notamment avec l'augmentation des ransomware, et donc une vraie perte de chance pour toutes les personnes qui se retrouvent dans ces établissements. Et donc, je dirais peut-être un peu plus de velléité à payer, parce qu'on sait qu'il y a des vies humaines qui sont derrière directement. Donc, en fait, le fait de connaître ces attaquants, donc son écosystème d'attaque, ça va nous permettre en fait de définir finalement de quelle manière ces attaquants vont pouvoir nous attaquer et adapter nos défenses. Donc, on le voit un petit peu sur ce schéma, mais ça va nous permettre, d'un point de vue SI, de définir et de prioriser les outils et de configurer les éléments de protection pour limiter ce type d'attaque. Ça va nous permettre, en fait, donc au sein de nos SOC, principalement, ça va nous permettre également d'alimenter nos équipes d'auditeurs en méthodologie. Ils vont pouvoir utiliser les méthodologies des attaquants pour pouvoir tester les défenses dans un cercle un petit peu vertueux de chat et de souris. Donc le CyberSuite va alimenter à la fois les équipes d'auditeurs et les équipes de défense. Quand on va mettre en place de la CyberSuite, en fait, on va avoir un gros enjeu, c'est qu'on va avoir un volume énorme de données analysées et pour l'entreprise qui se lance en fait dans ce type de service, l'idée c'est d'identifier des vrais problèmes, donc des problèmes qui sont liés à ces enjeux de sécurité. Donc le schéma en fait qui est juste après, il illustre très bien ça en fait. Voilà, on a un ensemble de vulnérabilités. Dans cet ensemble de vulnérabilités, on a des vulnérabilités qui sont exploitables. Et puis, finalement, on n'en a qu'un petit nombre en fait qui sont exploitables dans notre environnement. L'enjeu de la CyberSuite, c'est de trouver ça en fait.
Avant de parler de cyberthreat, on parlait aussi beaucoup de MCS, maintien en conditions de sécurité. C'est quelque chose qui est un petit peu plus ancien, qui était plus basé sur les vulnérabilités finalement, qui étaient inhérentes plus au système, sans prendre en compte tout l'écosystème attaquant. Mais faut peut-être voir, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, la cyberthreat comme étant une évolution de ce MCS qui est peut-être un petit peu plus connu et un petit peu plus maîtrisé à l'heure actuelle. Donc voilà, on le rappelle ici, en fait, dans un système classique où on était sur de la prévention, la détection et de la réaction, bah, on introduit en fait la notion d'anticipation avec les services de cybersécurité. Et cette notion d'anticipation, bah, finalement, elle revient sur un point dont on a parlé tout au début, c'est finalement les tests en continu. Pour pouvoir anticiper, il faut pouvoir voir ce qui se passe, regarder un petit peu, être là en avance de phase par rapport à des différentes attaques. Il y a le typo squatting. Typo squatting, voilà, arriver à modifier peut-être un nom de domaine sur un domaine qui va être très très proche de celui de la société, de celui de son extranet, de celui de son application bancaire. C'est une forme d'attaque qui est encore énormément utilisée, notamment dans les mails de phishing. L'objectif de cette threat intel, ça va être également de détecter finalement des domaines typo squattés. Être en mesure finalement de dire aux personnes en charge de la cybersécurité, attention, il y a un nom de domaine qui ressemble au vôtre qui vient d'arriver sur Internet. Il n'y a pas encore de serveur web, il n'y a pas encore d'applicatif malveillant, mais c'est une chose au moins à prendre en compte. Et là, on commence finalement à anticiper cette menace plutôt que de la subir et dire ah bah j'ai reçu un mail avec un lien qui ressemble finalement à mon lien d'entreprise. Et c'est là où cette anticipation et ce travail en continu commence vraiment à faire son affaire. On peut endiguer une attaque avant même qu'elle arrive. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors le typo squatting, c'est un petit peu, c'est pas forcément très récent. On a des nouveaux types d'attaques. Nouvelle est un grand mot, mais on a d'autres types d'attaques, les attaques homographes, qui vont permettre également de jouer sur l'alphabet utilisé dans les noms de domaine. À l'époque, les noms de domaine, c'était uniquement en langue anglaise plutôt. C'était sur le ASCII, donc de A à Z, de 0 à 9. Ok, on pouvait faire des noms de domaine juste à partir de ces éléments. Et l'ouverture des noms de domaine a un autre standard qui est je l'ai perdu, qui est l'Unicode, pardon, qui est l'Unicode, a permis d'avoir finalement chaque pays, chaque région pouvait avoir son alphabet. Si on peut le voir ici, en fait, le Apple, alors j'ai toujours un problème à me rappeler lequel est pas bon, mais je crois que c'est le L qui vient en fait de l'alphabet cyrillique, qui va poser énormément de problèmes finalement à se rendre compte de est-ce que en regardant le mail, si on nous envoie le lien ou quoi que ce soit, vérifier que ce domaine n'est pas le bon, ça va être vraiment très compliqué. Alors il y a toujours l'histoire du certificat, il y a toujours le fait de ne pas cliquer sur un mail ou sur un lien que l'on nous envoie, mais effectivement, à partir du moment où on a ce genre d'information, ce genre d'URL, ça devient compliqué. Air France, on le voit pas très bien, mais il y a un point en dessous du A. Donc effectivement, pareil, si on n'est pas en mesure d'anticiper ce type d'attaque avec la possibilité de faire une surveillance continue sur nos noms de domaine et sur les domaines plus ou moins associés, finalement, les attaquants auront toujours un coup d'avance sur les équipes de sécurité. Et c'est pour ça que on parle toujours un peu du jeu du chat et la souris, mais le chat a quand même toujours un coup d'avance. Alors, sur les fuites d'informations, on en parlait un petit peu. Bon, il y en a deux types. Hein. On a ce qu'on appelle les data breach, où finalement, un attaquant rentre sur un système et vole de la donnée, et les data leaks qui sont plutôt dans l'autre sens, de l'intérieur, quelqu'un qui va sortir de la donnée. Et ça c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. Alors, évidemment, les mesures vont être un petit peu différentes. Sur les data breach, on va plutôt se protéger et protéger nos infrastructures. Sur les data leaks, il va falloir mettre des outils plutôt de contrôle, même après de la sensibilisation des utilisateurs, pour éviter que ça puisse sortir.
et les outils ensuite d'analyse ou en tout cas d'identification de ces deux types de fuites seront aussi un petit peu différents. Mais ça doit être intégré dans nos outils de cyber-rating à un moment donné. Effectivement, les fuites, encore une fois, je redis ce mot et j'en suis désolé, mais c'est en continu toutes les semaines, tous les jours. Allez, on va dire juste toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouvelles fuites de bases de données qui arrivent sur Internet. On a entendu parler de Yahoo, on a entendu parler de LinkedIn, on a entendu parler d'Ashley Madison, on a entendu parler d'énormément de sites finalement dont les informations de connexion ont fuité. Il y a encore pas très longtemps, les services secrets français et américains ont eu des fuites d'informations. Finalement, ces éléments doivent être pris en compte, presque j'ai envie de dire au quotidien, pour savoir si le cyber rating va baisser ou pas. Il peut pas augmenter dans ce cas-là, mais en tout cas soit rester stable, soit baisser. On peut comprendre que nous, dans certains tests que l'on fait, on fait un audit de sécurité, un test d'intrusion interne. C'est sûr que quand on commence les tests avec le mot de passe de l'administrateur de domaine, c'est vrai qu'on part avec un avantage, on va pas se mentir. Pour ça, nous, voilà, ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. C'est cette agrégation, cette centralisation, encore une fois, comme j'en parlais tout à l'heure, cette centralisation de la connaissance avec un outil qui est développé en interne, qui s'appelle Licor, qui va permettre d'agréger, de récupérer, de standardiser l'ensemble des fuites d'informations de bases de données que l'on va trouver sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Effectivement, comme je disais, commencer un test d'intrusion avec les mots de passe de l'administrateur, c'est un gros plus. C'est un gros plus et ça va permettre de savoir finalement l'exposition de la société, mais aussi les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a cette notion de ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs sites? Est-ce que voilà, si les mots de passe sont en clair, est-ce que ces mots de passe respectent des bonnes pratiques de sécurité, des politiques de mots de passe? Ça, c'est encore une autre chose. Faut savoir que Licor actuellement, on avoisine les 3 milliards de mots de passe. 2,8 milliards pour être très précis. Donc, on avoisine les 3 milliards de mots de passe et à l'heure actuelle, on est à 97% de mots de passe en clair. 97% de mots de passe en clair. Mais effectivement, quand vous rentrez vos informations sur un site, vous inscrivez, vous vous connectez, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais finalement, derrière, vous savez pas comment ça se passe. Vous savez pas comment ça se passe. Peut-être que c'est en clair, peut-être que c'est en MD5, en SHA-1, peut-être que c'est des algorithmes qui vont pouvoir être entre guillemets reversés, qui vont pouvoir être cassés pour récupérer cette information. Et c'est ce qui va se passer finalement à chaque fuite de données, à chaque data breach. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est un exemple, mais c'est comme ça que fonctionnent les groupes d'attaquants aujourd'hui. Donc, le risque, en fait, le cyber-rating associé au threat intel, finalement, ça va nous permettre, en fait, de donner une note à travers justement ces actions de prévention, de détection, de correction et d'anticipation. L'enjeu, au fur et à mesure, ça va être de pouvoir améliorer cette note dans le temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.